Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Les conflits récurrents au Mali continuent de faire régner la terreur dans plusieurs endroits du pays. Parmi les acteurs de cette crise, certains ont réclamé l'indépendance d'une partie du territoire, d'autres ont voulu imposer la charia sur l'ensemble du pays. Des habitants se sont organisés en milices d'autodéfense. Alors, que doit faire l'armée régulière pour sécuriser ces populations? Comment gérer ces conflits qui nécessitent une connaissance parfaite des enjeux? Quelle approche permettra de régler les conflits de façon efficace? Alors, pour en débattre, nous avons sur ce plateau Quentin Kanyatsi, il est directeur du programme PEC Mali. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. El Mehdi Ag Wakina est directeur de l'association malienne pour la survie au Sahel, AMSS. Bonsoir. Bonsoir, Sylvie. Hamidou Angoiba est secrétaire général de Djina Dogon. Bonsoir. Bonsoir. Et je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Bienvenue à vous tous dans ce grand dialogue consacré à la gestion des conflits au Mali en collaboration avec le programme d'engagement civique PEC. Le grand dialogue. Le Mali est un pays profondément touché par les conflits armés. Les habitants souffrent encore plus par l'absence de structures étatiques dans certains endroits du pays. Malgré la signature d'un accord dit pour la paix et la réconciliation, les espoirs restent toujours déçus de jour en jour. Alors, Monsieur Ongoiba, quels sont les types de conflits qu'on peut identifier dans le cas du Mali? Bon, merci bien, Monsieur Tamani. Il faut faire d'abord un rectificatif. Je suis le vice-président de Djina Dogon, pas secrétaire général depuis 2014. Voilà, donc les conflits qu'on peut identifier, bon, on peut dire globalement, c'est que depuis un certain temps, on connaît en fait deux conflits, en fait. Parce qu'il y a d'abord les conflits intracommunautaires et des conflits intercommunautaires. Bon, à cela est venu s'ajouter, on peut dire ici, un autre conflit qu'on veut nous imposer, d'ordre religieux. Or, notre pays, qui est multiculturel, multiconfessionnel, n'a jamais connu de conflit interreligieux. Parce que c'est cela qu'on veut nous amener. Donc, en réalité, ce sont ces différents conflits. Bon, à l'intérieur des communautés, il peut y avoir plusieurs problèmes. Par exemple, dans le monde nomade, on sait très bien que c'est surtout le problème de points d'eau, de pâturage, etc., etc. Dans le domaine des sédentaires, c'est les problèmes de propriété foncière, les champs, etc., etc. Bon, entre les communautés, bon, même ça, on peut dire que c'est créé maintenant. On peut dire qu'il y avait toujours des risques entre les communautés, mais c'était résolu. Ce n'était pas en tant que conflit. Aujourd'hui, c'est comme devenu une espèce de structurel. C'est dommage. Voilà ce que je peux dire. Ok. El Mehdi, est-ce que vous partagez le point de vue de M. Ongoiba ou des types à ajouter ou peut-être quelque chose à partager en plus? Merci, Sidibé. En fait, je fais sien les propos de M. Ongoiba. En fait, de notre point de vue, parce que nous, en tant qu'organisation de développement dans ces zones, c'est que nous avons toujours, on essaie toujours de faire la cartographie des conflits. Et les conflits que nos zones connaissent d'habitude, c'est des conflits liés à la gestion des ressources naturelles. Et ces conflits peuvent être, comme il l'a dit, intra- ou intercommunautaires.
Mais en plus de ces conflits, il y a aussi des conflits politiques qui sont rentrés dans la danse. Et ces conflits politiques vraiment prennent plusieurs aspects, comme il l'a dit, soit c'est des conflits par rapport aux élections, soit c'est des conflits aussi, comme vous l'avez dit par le passé, il y a aussi des conflits des fois liés à l'identité même des individus. Bon, le conflit religieux en tant que tel, nous on évite toujours de parler en fait de conflits religieux en tant que tel. Mais vraiment, c'est les conceptions des uns et des autres qui en parlent, mais en réalité, c'est les deux vraiment types de conflits que nous voyons, soit c'est des conflits liés à la gestion des ressources naturelles ou des conflits d'ordre politique. Et là, dans l'ordre politique, il y a beaucoup d'aspects qui peuvent rentrer en ligne de compte. Ok. Monsieur Kanyatsi, votre avis par rapport à la typologie des conflits au Mali? Bien, merci pour la question. Je veux me joindre aux autres collègues ici autour de la table. Justement, en tant qu'observateur externe, je vois effectivement ce que les collègues viennent de décrire. Il existe ces conflits intra-communautaires liés à toutes ces questions de gestion de ressources. Comme on le sait, quand les ressources sont rares, il y a tout le temps des conflits qui sont là. Ensuite, les conflits politiques, lorsqu'on regarde les groupes armés, les conflits armés qui ont eu lieu, lorsqu'on regarde le coup d'État qui a eu lieu, tout ça sont des conflits aussi politiques qui se sont ajoutés ou qui s'ajoutent à ces conflits existants. Mais également, comme nous connaissons bien qu'il y a toujours des dynamiques de conflits et des facteurs qui suscitent encore l'extension des conflits à d'autres d'une nature à une autre. On regarde aujourd'hui les questions de terrorisme qui s'invitent aussi dans ces conflits existants et qui profitent de la situation ou de certains facteurs présents qui font que ceux-là aussi, on ne les ignore pas. Ils existent aussi, non seulement au Mali d'ailleurs, c'est un peu dans toute la région du Sahel. Okay. Mais les causes de ces conflits, qu'est-ce que vous en savez? Quelles sont les causes de ces conflits? Alors, pour bien y comprendre les causes, il faut une bonne analyse. Nous savons très bien que pour bien comprendre les conflits, il y a certaines étapes qu'il faut bien analyser, notamment les profils même des conflits qui nous aident à comprendre toute l'historique de ces conflits et qui nous amène à identifier les différentes causes et les dynamiques qui existent entre ces conflits. Alors, au regard de la situation qui se présente, on va dire les causes sont multiples par rapport aux différents types de conflits. On a parlé tantôt des conflits intra- et intercommunautaires. Les causes sont liées justement à la gestion des ressources. Comment ces ressources rares sont gérées? Comment les gens qui gèrent ces ressources font la répartition de ces ressources à des moments donnés, à des facteurs importants. Ça fait justement les causes de ce type de conflits. Alors, les conflits politiques sont liés à différentes perceptions de différentes communautés. Tout à l'heure, les collègues parlaient de l'identité. Il y a des différentes perceptions autour de cette identité et qui fait que cela génère ces conflits. Mais aussi, ce qui est très important, c'est l'approche. Comment on approche ces conflits lorsqu'elles arrivent? C'est ce qui fait qu'il y a des causes à l'origine des conflits et puis vous avez encore des causes tout au long même du processus de gestion des conflits qui s'ajoutent. Et il y a d'autres causes du processus du conflit. Donc, il y a deux types et qui génèrent d'autres types de conflits qui s'ajoutent. Alors, merci, je pourrais continuer après. Ok, d'accord. Monsieur Ongoïba, vous avez tantôt signalé deux types de conflits, les conflits inter- et intracommunautaires, en plus des conflits religieux. Alors, quelles sont les causes de ces conflits-là, selon vous? Bon, je crois qu'il y a, pour moi, il y a en fait des causes objectives de ces conflits. On parlait tout de suite, tantôt, quand vous parlez même de ces conflits-là, que ce soit intra ou inter, ça rejoint à ce qu'elle me dit de dire, c'est-à-dire c'est le problème de partage des ressources. Objectivement, la situation, disons,
a évolué. Il y a 50 ans, 100 ans, 50 ans, 60 ans, avant l'indépendance, la situation n'est plus la même. Il y a eu, qu'on le veuille ou pas, une forte démographie. Donc, les ressources se sont amenuisées. Nous avons une forte natalité. Donc, les ressources se sont amenuisées, les terres cultivables ou des pâturages se sont amenuisés. Avant, vous pouvez faire 100 km sans rien voir. Aujourd'hui, ce serait difficile, même si c'est le Mali, bien que nous ayons 1 240 000 km². Donc, il y a ces causes objectives-là, c'est-à-dire la cause de vouloir partager les ressources. Une anecdote, un type du mouvement de libération m'a dit qu'ils se battent pour partager les gâteaux. Alors, vous voyez, donc, ça, ce sont des causes, peut-être des causes objectives. Bon, deuxième chose, je crois qu'il y a aussi que le fait que ça c'est un peu c'est subjectif aussi, mais c'est un peu objectif, parce qu'il y a du fait aussi que les Maliens ne se connaissent pas entre eux. Tantôt, vous avez parlé tout de suite de personnalité, etc. C'est peut-être que les gens ne se connaissent pas culturellement. Ça, c'est très important. C'est très important. Il y a des faits culturels qui sont là, les gens ne se comprennent pas. Une anecdote en toi. Bon, il y a quelqu'un qui a reçu un chef nomade, il a fait faire des poulets, etc., de la volaille. Bon, c'était ridicule. Pour un nomade, tu lui fais de la volaille. Tu lui aurais égorgé un taureau, même une chèvre, il aurait préféré ça qu'à de la volaille. Donc vous voyez, ce sont des chocs culturels. Les gens ne se connaissent pas. Ils croient se connaître, mais ils ne se connaissent pas. Vous voyez, moi je suis... Notre pays a suffisamment fait dans ces brassages culturels. Oui, mais c'est un brassage, mais ce n'est pas suffisant. Je crois que le brassage culturel est resté un peu superficiel. Je crois que les gens ne se connaissent pas. En se connaissant, peut-être on va mieux amenuiser, en tout cas, les connaissances. Bon, troisième chose, je crois que notre approche de résolution des conflits ne va pas suivant notre culture. Nous avons greffé des choses qui ne tiennent pas. On va retourner, voilà. On va arriver. Donc, c'est ça, moi je crois que c'est ça. Ok, merci beaucoup. El Meïdi, alors, quelles sont les causes selon vous de ces conflits-là? Est-ce qu'ils sont à l'image des typologies? Bien sûr, les causes sont à l'image des typologies parce que, comme les collègues l'ont dit, quand on parle de conflits intra- et intercommunautaires, c'est vraiment par rapport au contrôle des ressources. Comme ils l'ont dit, dans la mouvance actuelle avec le changement climatique, donc il y a énormément le système, parce que les lacs, beaucoup de lacs ont tari, les mares ont été ensablées. Donc l'agriculture est en train, avec le système de pompage, est en train de prendre la place des espaces qui étaient réservés aux éleveurs. Donc ceci crée cette pression sur l'espace pastoral, crée des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Donc il y a ce problème de contrôle des ressources qui est là. Mais il y a aussi des éléments très importants qu'il faut aussi citer. Il y a aussi des fois des questions de la façon dont la justice aussi est rendue. Donc il y a des problèmes d'impunité aussi qui sont là, des fois qui posent énormément de problèmes. Et aussi les questions de pauvreté récurrentes et de manque d'emploi qui font que certains jeunes se soulèvent parfois parce qu'ils ne sont pas contents. Parce que le monde rural, on voit généralement les problèmes entre les agriculteurs, entre les éleveurs et autres. Mais même au niveau urbain, avec la spéculation foncière, il y a des sérieux conflits aussi qui se font même au niveau vraiment de la gestion du domaine de l'habitat à ce niveau. Donc, et aussi, il y a des repères. Il y a des repères qui ne sont plus là au niveau de notre jeunesse. Vous avez parlé du brassage culturel. Par le passé, vous voyez, on envoyait avec le système d'internat, on envoyait des étudiants de Sikasso et autres là à Tombouctou, à Gao. Donc il y a un certain brassage qui était... Mais cette politique s'est arrêtée. C'est arrêté. Donc, cette problématique aussi
on voit que ça, vraiment, si on voulait maintenir ces brassages interethniques, parce que c'est cette diversité qui fait la force du Mali, on devait continuer sur cette lancée au lieu quand même de créer certaines barrières entre les communautés. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour donc sur ce plateau pour parler de gestion des conflits au Mali. Quelles solutions possibles avec nos invités? Quentin Kanyatsi, directeur du programme PEC Mali, El Mehdi Ag Wakina, directeur de l'association malienne pour la survie au Sahel AMSS, Hamidou Ongoiba, vice-président de Gina Degon. Alors, nous entamons la partie consacrée à la résolution de ces conflits. Alors, monsieur Kanyatsi, alors, comment peut-on résoudre ces problèmes-là? Quels sont les voies et les moyens qu'on peut emprunter pour la résolution de ces problèmes? Très bien, merci pour cette question importante. La résolution de ces problèmes. En fait, la résolution des conflits dépend d'abord des types de conflits. C'est-à-dire, on a cité différents types de conflits. Alors, pour pouvoir identifier des approches de résolution, il faudrait partir aussi des types de conflits, n'est-ce pas, qu'on voudrait adresser. Alors, il y a par exemple ces conflits inter liés à la gestion, à la répartition de ressources dont on a évoqué tout à l'heure. Et puis il y a ces autres conflits politiques, etc. Alors l'approche, pour ma part, je pense que d'abord il faudra identifier les parties prenantes dans ces différents conflits. Il faudra que ces parties prenantes, dès le départ, acceptent de résoudre ces conflits. Parce que souvent, on se précipite sur des approches de résolution sans que les parties prenantes soient véritablement engagées dans les processus de la résolution. Donc, il y a cette volonté qui est importante, la volonté vraiment de résoudre les conflits. On doit passer beaucoup de temps dans cette forme de sensibilisation, cette forme de convaincre les gens pour qu'ils soient d'accord de s'asseoir et résoudre pacifiquement les conflits. Alors, une fois cela est fait, c'est à ce moment-là maintenant que les gens peuvent s'asseoir autour de la table et commencer à discuter, n'est-ce pas, des solutions aux problèmes qui les opposent. Et très souvent, il y a différentes approches dans ce genre de résolution. On peut utiliser la négociation, on peut utiliser la médiation qui est la négociation où on fait intervenir une tierce personne. Mais le rôle de ces médiateurs, le rôle de ces personnes qui doivent aider les gens en conflit à trouver la solution, c'est de les amener, ces personnes-là, à réaliser, n'est-ce pas, les méfaits de ces conflits sur leur vie, sur leur communauté, pour que ces derniers s'engagent dans les processus de résolution des conflits, ou ces derniers s'engagent à proposer des solutions à leurs problèmes, à leurs conflits, pour qu'ils arrivent à trouver des solutions. Alors, mais vous savez, toute approche de résolution des conflits nécessite que les gens comprennent que la véritable approche est de trouver toujours un terrain d'entente. Parce que quand chacun vient dans un conflit, il vient avec, n'est-ce pas, il vient croyant qu'il a raison. Il vient en étant victime. Il vient pour dire « je veux avoir raison ». Et c'est tout à fait naturel et c'est normal. Mais ce qui est important, c'est plutôt de montrer que si chacun a raison, il y a tout de même un terrain d'entente autour desquels les gens doivent s'accorder pour, n'est-ce pas, arriver à la résolution des conflits. Et c'est la démarche la plus difficile, assez souvent. Ok. Alors, El Mehdi, M. Watt Kanyatsi a tantôt signalé qu'il faut identifier les acteurs. Mais quand les acteurs sont identifiés, comment peut-on résoudre ce conflit? Comment les amener à s'impliquer quand même dans la résolution de ce conflit? Est-ce qu'il y a une manière spécifique? Merci, Sidibé. Vous savez, les communautés, c'est difficile qu'il y ait une société sans conflit. C'est très difficile. Mais ce qui est facile et qu'on peut avoir, c'est vraiment des communautés qui connaissent des conflits qui ne sont pas violents. Le conflit, il est inhérent à la vie humaine. Par rapport à la résolution des conflits, il y a plusieurs stratégies
que les différents acteurs au développement développent. Parce que nous, en ce qui concerne la stratégie que nous avons développée, surtout en lien avec les conflits liés à la gestion des ressources naturelles, les parties prenantes, c'est-à-dire qu'au niveau de chaque commune, nous mettons en place une équipe de personnes ressources. C'est-à-dire qu'il faut le renforcement des capacités locales. Parce que les personnes ressources doivent connaître la zone d'intervention, bien maîtriser le sujet, avoir des arguments pour pouvoir approcher ce qu'on appelle les belligérants, c'est-à-dire les parties en conflit. Donc il faudrait que cette équipe de personnes ressources soit d'abord une équipe de personnes ressources inclusive. C'est-à-dire qu'elle doit être inclusive, c'est-à-dire que toutes les communautés ressortissantes de la contrée puissent avoir un représentant. Mais ce n'est pas n'importe quel représentant, il faut que ce soit un représentant qui connaisse l'histoire de la localité et qui a une certaine légitimité au niveau de la contrée. Donc maintenant, c'est cette équipe de personnes ressources qui rentre en contact avec les belligérants pour essayer de concilier les points de vue pour arriver à une situation de gagnant-gagnant. Ok. Monsieur Ongoïba, alors oui, est-ce que selon vous, dans le cas malien par exemple, est-ce que tous les acteurs ont été suffisamment impliqués quand même dans la recherche des solutions du conflit malien? Si oui, pourquoi la paix tarde tant à arriver? Non, moi je ne pense pas. C'est-à-dire que même si on a essayer d'intéresser tout le monde, je crois que non. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de résoudre ce problème suivant les canevas, suivant les stratégies qui nous sont venues presque de l'extérieur. La seule preuve, c'est que la dernière fois, on avait convoqué une conférence d'entente nationale. De cette conférence-là, il s'est exprimé une idée. Les gens ont dit qu'il faut négocier avec tous les Maliens. Mais au sortir de cette conférence, on nous a dit non. On ne peut pas négocier avec des terroristes, etc., etc. Ça, ce n'est pas l'approche du Malien. Non. Le Malien, la première des choses, comme on dit, c'est la parole. Chez nous, les Dogons, par exemple, quand on installe un village, la première des choses qu'on fait, c'est d'installer le hangar, ce qu'on appelle le Toguna, le grand Toguna, là aussi ce qui correspond à l'arbre à palabre. C'est-à-dire où on doit discuter, où on doit parler. Et généralement, les Maliens, le plus souvent, ils aiment parler, ils aiment discuter. Et je crois que cette approche n'a pas été bien recherchée. Ensuite, comme Elmedi vient de dire, c'est pas n'importe qui, on veut amener des représentants des communautés, c'est pas n'importe qui. Il faut savoir trouver des gens crédibles. Des gens qui ne parlent pas, mais le plus souvent, qu'est-ce qui se passe? On voit que ce sont le plus souvent les gens qui font le plus de bruit qu'on prend pour présenter. Or, ils ne représentent rien au niveau de la communauté. Donc, je crois que jusqu'à présent, on n'a pas eu le courage d'aller au fond de notre culture pour rechercher ces négociations-là. Parce que ce qui a passé, on va parler du Nord. Nous avons une chose extraordinaire que tout le monde rappelle chaque fois, les problèmes de, comment vous appelez ça en Bambara, de Sanankuya. Ça, c'est très important. Ce sont des choses que nous n'avons pas exploitées à fond. On aurait pu le faire. Pourquoi, lorsqu'en 2012, tout chauffait, le Guinée Dogo a envoyé une délégation qui a sillonné le Nord? C'est pas pour rien. On doit se dire comment? Pourquoi? Comment? Donc je crois que nous n'avons pas très bien fouillé dans notre mémoire collective pour essayer de trouver la solution. Je suis convaincu que si aujourd'hui les Maliens se retrouvent sans trop d'ingérence, nos problèmes pourraient être résolus. Ok. Monsieur Quentin, alors vous au niveau du PEC
Mali. Est-ce que vous pensez que tous les acteurs ont été suffisamment impliqués dans la recherche de pistes de solutions pour les conflits au Mali? Alors justement, au niveau de PEC, notre approche, c'est, comme le disaient mes collègues ici, c'est de renforcer les capacités locales, c'est de renforcer justement les structures existantes ou les personnes existantes capables justement d'intervenir et capables, n'est-ce pas, de s'impliquer dans la recherche des solutions de ce genre de conflits de différents ordres. Et parce qu'il est important de travailler avec les personnes locales, les structures locales, il faudrait renforcer les capacités de ces dernières à pouvoir justement adresser de manière pacifique ce genre de conflits. Parce qu'on parle beaucoup des techniques des conflits, mais en même temps, il y a aussi des approches locales. Je suis d'accord avec ce que disaient les collègues tout à l'heure. Il y a des approches locales et ce sont ces personnes locales qui connaissent toutes ces approches. Il suffit juste de renforcer leurs capacités pour donner de la place à pouvoir adresser toutes ces questions. Et vous le savez, les conflits, et ça c'est aussi l'approche des PEC, les conflits c'est vrai, ça oppose les individus, les personnes, etc. Mais en même temps, il y a d'autres facteurs qui amplifient ces conflits. Ces autres facteurs, c'est notamment la pauvreté. Vous parliez de la pauvreté tout à l'heure. Ces autres facteurs, c'est la gouvernance, la façon dont on gère les ressources autour de nous. La gouvernance politique, démocratique, tous les différents types de gouvernance. Et au niveau des PEC, justement, on s'adresse aussi à la question qui touche à la gouvernance, qui touche à tous ces facteurs-là, pour que, en plus de la recherche pacifique des solutions aux problèmes qui opposent les gens, en même temps qu'on adresse aussi tous ces autres facteurs qui amplifient toujours les conflits. Voilà pourquoi au niveau des PEC, nous avons ces programmes où on travaille avec plusieurs structures. Aujourd'hui, on va travailler avec 18 organisations de la société civile dans le but justement de pouvoir renforcer leurs capacités pour qu'ils adressent non seulement les questions de résolution des conflits, mais les questions de gouvernance autour de ces ressources rares, pour que ce qui devrait se faire puisse plutôt favoriser la cohésion, l'entente entre les communautés que de diviser les communautés. Mais en fait, quels résultats vous avez obtenus jusque-là? Alors, vous savez, la recherche de la solution au conflit, c'est un processus. Je ne peux pas vous dire que tout à l'heure, nous sommes arrivés à une solution, mais la recherche de la solution, la paix, etc., c'est tout un processus. Les points de départ, c'est cette conscientisation dont je parlais, le fait de faire adhérer tout le monde à cette démarche de rechercher une solution durable, c'est le point de départ le plus important. Et tantôt je parlais de la bonne identification des personnes, les collègues sont revenus là-dessus, la bonne identification des personnes capables de conduire ces processus, c'est-à-dire des personnes effectivement imprégnées, locales, qui comprennent toutes ces cultures et leur donner le moyen justement d'adresser toutes ces questions. Aussi, il y a un élément important, c'est la relation population ou société civile et l'État. Vous savez, vous avez mentionné ça dans l'introduction, quand il y a un vide, on cherche toujours à combler les vides. Le vide ou l'absence de l'État dans beaucoup d'endroits est un facteur énorme qui absolument contribue à l'aggravation de ces conflits. Et donc, permettre à ce qu'il y ait ce retour de confiance entre la société civile, la population et l'État, de sorte que l'État puisse être présent, ça contribuerait beaucoup dans ce processus de recherche de solutions aux conflits qui opposent les Maliens. Très bien. Alors, El Mehdi, M. Ongoiba a tantôt signalé les techniques que l'État malien employait, à savoir la prévention quand même des conflits à travers le brassage entre la population. Alors, à qui la faute si on voit que ce brassage-là n'a pas pu continuer? Est-ce que la population elle-même n'est pas en cause? L'État quand même a entamé un processus, mais pourquoi ce processus s'arrête? Bon, vous savez, la situation qui est en train de se développer à ce niveau, comme on l'a dit toujours, il est très important de ne pas seulement parler de la résolution des conflits, mais il faut toujours parler de la prévention des conflits. Et là, comme on l'a dit, il y a eu vraiment des changements dans notre façon de faire.
au niveau de nos communautés. Donc, on a parlé tantôt de perte de repères qui était vraiment là à ce niveau. Et moi, je pense qu'il y a un travail parce qu'on va pour le changement de comportement. Et ce changement de comportement ne peut pas venir sans que les différents acteurs puissent jouer leur partition. Parce qu'il faut d'abord que les communautés soient informées. Et ça, c'est le travail un peu des médias, le travail de la presse, qui doivent informer sur tout ce qui se passe au niveau du pays. Nous savons aujourd'hui que la société qui était là par le passé n'est plus là. Aujourd'hui, c'est l'individualisme qui est en train de l'emporter sur le social. On dit dans le temps, quand on voit un enfant, on dit c'est notre enfant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? C'est l'enfant d'un tel. Donc, il y a l'effritement de notre société qui est là. Et je pense qu'il faudrait que les différents acteurs jouent leur partition pour essayer de trouver une solution à ce qui se pose, à ce qui se passe. Tout de suite, notre collègue l'a si bien dit, il faut toujours chercher ce qui rassemble de mieux la population, c'est-à-dire les connecteurs. Parce qu'il y a des éléments qui sont là. Quand on est malade, on va aller au centre de santé. Quand on est là, on va aller à l'école. Donc il y a des connecteurs qui sont là, on est obligé d'aller par là. Mais chercher maintenant ce qui nous divise pour essayer vraiment de l'apaiser. C'est la même chose dans le transfert de ressources. Quand on transfère des ressources, si on voit que c'est les mêmes individus toujours qui profitent des ressources, ceci aussi va amener des conflits et des révoltes. Donc, il faudrait vraiment ménager ce que nous faisons dans le transfert des ressources et des messages. C'est extrêmement, extrêmement important. Donc, il faut vraiment une conscience populaire et vraiment se donner la main. Parce que il ne faudrait jamais avoir des préjugés vis-à-vis d'un individu. Un individu, quand il cherche quelque chose, il va toujours mettre la barre très haute. Mais c'est à vous, en n'ayant pas de préjugés, de l'amener à une situation raisonnable qui peut être acceptée de commun accord par les autres. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Gestion des conflits au Mali, quelle solution avec toujours nos invités Quentin Kanyatsi, directeur du programme PEC Mali, El Mehdi Ag Wakina, directeur de l'association malienne pour la survie au Sahel AMSS, Hamidou Ongoïba, vice-président Dina Dogo. Alors, monsieur Ongoïba, on a tantôt signalé que chacun doit jouer sa participation. Alors, dans le cas malien, on voit des acteurs qui crient fort, c'est qu'ils ne sont pas en train de faire tout bas. Alors, comment s'y prendre dans ce cas-là? Ouais, là, vraiment, vous avez souligné ici un aspect très important. Il y a une certaine dégradation de la morale qui fait qu'on veut toujours le paraître au lieu d'être. Ça, c'est très, très constant. Ça, c'est vraiment très, très difficile. Mais quand même, je reviens sur un point qui est important, sur la construction de l'unité nationale qui peut contribuer à éviter les conflits, en tout cas, bon, les conflits ne peuvent pas être évités, mais en tout cas à amadouer, à être des conflits un peu moins violents. Il a parlé tantôt de la création, par exemple, des internats. Ça, c'était un très bon exemple. Ça, c'était une très bonne chose. Et nous, dans nos productions de documents, nous avons même suggéré au gouvernement des facteurs qui pourraient amener la cohésion nationale. Par exemple, reprendre cette idée d'internat dans chaque région et mettre les enfants de toutes les régions. 2, développer les communications.
de toutes sortes, qu'elles soient routières, ferroviaires, etc., parce que ça contribue à faire le brassage. Alors, vous voyez, 3, faire des actes de solidarité, c'est-à-dire recenser partout au Mali, par exemple, des familles qui sont vraiment indigentes et leur attribuer une certaine somme par mois. En ce moment-là, les types se sentent concernés de la République. Aujourd'hui, les citoyens... Est-ce que vous pensez que dans le cas de l'État malien, c'est possible? Non, nous avons fait une analyse pour proposer ça aux Maliens et ça ne fait pas même plus de 1%. En donnant par exemple 50 000 francs par famille pour dans 12 mois, et après on fait une évaluation. Ça ne fait même pas 1%. Donc ça, c'est possible, c'est la solidarité. Parce qu'aujourd'hui, pour les citoyens maliens, quel lui rapporte l'État malien? La question est se poser. Vous avez besoin d'une carte d'identité? On vous demande, c'est tout un problème. Donc, en fait, l'État ne lui donne rien presque. La protection, on ne l'a plus maintenant. Donc, ce sont ces choses-là. Donc, pour revenir à votre question, pour les gens qui parlent haut, etc., bon, moi, je crois que c'est un problème de discernement. Quand on gouverne, on doit pouvoir discerner vraiment qu'est-ce qui se... Mais, j'insiste encore, revenons à certaines valeurs, vraiment, pour qu'on bouche un peu les oreilles pour ceux qui nous disent, qui nous aident, etc. des fois, et nous allons trouver la solution. Ok. Quentin Kanyasi, alors dans la résolution de ces conflits, faut-il s'appuyer sur une seule approche ou sur plusieurs? Non, tout à fait. Les approches, comme je le disais au début, dépendent des types de conflits. Hein. On a parlé de différents types de conflits. Mais ce qui est clair, c'est que l'approche principale, c'est la recherche de manière pacifique la solution à tout conflit. Parce qu'il faudra éviter que les conflits amènent la violence, amènent la destruction. Mais je voudrais commencer par revenir d'abord sur un mot que j'ai entendu tout à l'heure de mon collègue. Il a parlé de valeurs. Une société sans valeurs est une société détruite, appelée à la destruction. Et cette perte de valeurs ces valeurs qui constituent le fondement même de la société, au fur et à mesure nous sommes en train de les perdre, au fur et à mesure nous sommes en train de détruire notre société et nous restons dans des conflits violents qui ne se terminent pas. Et ces valeurs, c'est à tous les niveaux, non seulement au niveau de la population, mais aussi même au niveau de l'État, au niveau de ceux qui sont censés conduire cette population, diriger la population. Même à ce niveau, lorsqu'il y a perte des valeurs, c'est la destruction de la société. Donc maintenant, pour parler des approches qu'il faudrait prendre en compte, je disais tout à l'heure, aux questions de ressources rares, la solution ou l'approche, c'est d'amener les individus, les uns et les autres, à pouvoir mettre en place des mécanismes de gestion de ces ressources rares. Et il existe déjà ce genre de mécanismes, par exemple, qu'il faudrait juste valoriser et renforcer. Il existe des comités villageois ou des comités, n'est-ce pas, locaux de résolution des conflits qui existent. On n'a même pas besoin d'aller chercher des solutions ailleurs. Tout simplement, c'est développer cette culture de dialogue autour, n'est-ce pas, de ces ressources avec ce genre de comités qui existent déjà au niveau de nos communautés. Donc ça, c'est vraiment un élément important qu'il faudrait valoriser et renforcer, par exemple. D'autres types de conflits nécessitent, bien entendu, comme je le disais, la compréhension des différentes perceptions. Vous savez, les conflits s'aggravent à cause des perceptions que les uns et les autres ont vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des autres. Assez souvent, on se perçoit comme étant victime et l'autre devient automatiquement l'ennemi parce que c'est lui qui veut, n'est-ce pas, me détruire. Mais lorsqu'on s'engage à vouloir résoudre les conflits, on doit cesser de se considérer comme victime. On doit maintenant être capable de dire « je veux être participant dans la recherche de la solution ». Ensuite, l'approche de résolution, on doit arrêter de penser que les conflits, on doit les résoudre forcément par la confrontation. Il faudrait dire, non, j'ai quelque chose à apporter. On devrait utiliser une approche de collaboration. Je suis prêt à collaborer pour que je puisse contribuer à la résolution du conflit. Et même l'autre partie que je considère comme ennemi, je dois cesser de le prendre pour un ennemi. Je dois le considérer comme un partenaire avec qui nous allons avancer ensemble dans la recherche de la solution. Hein, on a dit,
les Maliens, qu'ils soient du Nord, du Sud, ils devraient être capables de se considérer comme des partenaires ensemble dans la recherche des solutions et pas prendre l'autre comme un ennemi forcément à abattre. Donc je crois que c'est l'approche principale qui devrait être utilisée et à tous les niveaux de conflit, que ce soit inter ou même au niveau politique. Avec cette forme de perception, cette façon de voir les choses, on pourrait transformer ces conflits-là vers, n'est-ce pas, la paix qu'on recherche. Ok. Monsieur Onguiba, alors pour le cadre de la gestion du conflit dans le cadre du Mali, alors gérer ces conflits, prévenir d'autres conflits à venir, alors qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à présent de façon concrète? Bon, de façon concrète, aujourd'hui, les problèmes que nous avons, les conflits que nous avons, qu'on a appelés les conflits du Nord, maintenant ça devient aussi au centre. Le problème, c'est essayer de calmer le jeu, c'est-à-dire essayer de retrouver, d'essayer pour nous, en tout cas, comme la majorité des Maliens l'ont exprimé, il faut arriver à dialoguer avec les jeunes, avec les enfants, les Maliens, ce sont tous des Maliens, qui ont pris les armes contre leur pays, qui sont en train d'assassiner, etc., etc. Pourquoi? Même avec les armes en main? Il faut, mais de toutes les façons, il y a Mandela qui dit que la meilleure façon de dialoguer, c'est quand on a un ennemi, c'est de parler avec lui. On ne peut pas ne pas parler avec quelqu'un. Comment vous allez faire? Si seulement vous prenez, vous pensez que vous l'avez tué, un autre viendra, qui sera encore peut-être plus violent. Donc le problème, en tout cas, c'est une approche. Ici, à la conférence nationale, on a dit il faut dialoguer avec tous les Maliens. Même s'ils ont des armes à la main, ils vont déposer les armes. Quand on va parler avec eux, ils vont déposer les armes. Écoutez, il y a un jeune de Konza. Konza, c'est un village du cercle de Mouti, c'est un peu. Il est venu voir une fois, on était parti en conférence de Mouti, là, après il dit, écoutez, doyen, moi je ne comprends pas. Moi je suis Peul. Quand j'ai une arme, quand les femmes me voient, ils vont dire que moi je suis un terroriste. Donc j'ai des problèmes. Mais si je n'ai pas d'arme, mes gens qui sont avec les gens de Amadou Koufa, etc., eux aussi, ils vont m'assassiner. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, il faut essayer de comprendre. C'est-à-dire qu'il faut que chacun soit un peu plus emphatique, c'est-à-dire essayer de prendre la place de l'autre. Parce qu'il y a quelque chose. Parce que ceux qui sont, par exemple, au centre, là, aujourd'hui, ceux qui sont révoltés, là, quand on regarde, ce sont les fils même du pays. Ils ne viennent pas d'ailleurs, hein. Ce sont les fils du pays. Il faut comprendre, essayer de les comprendre, qu'est-ce qui s'est passé. Et si vous ne parlez pas avec eux, comment vous allez comprendre? Donc moi, je crois que c'est une approche. Nous devons avoir le courage de le faire. Bon, maintenant, pour la chose, comme dit, pour prévenir, et je vous rappelle que nous, par exemple, au Guinée-Dogo, il y a près de 10 ans, on avait fait une conférence, disons, et un atelier national pour la prévention des conflits en 5e région, infra- et intercommunautaire. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de suivi. Parce que le plus souvent, ce qui se passe, quand les gens font les résolutions, il n'y a pas de suivi. Et ça, ce n'est pas bon. Si on ne peut pas faire de suivi, ça, c'est très dangereux. Donc, revenir à la reconstruction de l'État, de la nation malienne, comme il a dit, la première des choses, c'est développer, par exemple, nous pensons qu'il faut partir par la jeunesse, donc il faut faire de façon à ce que les jeunes se retrouvent, que ce soit dans le domaine des sports, que ce soit dans le domaine de l'éducation, etc. Ok, merci beaucoup. Nous disons merci à M. Quentin Kanyatsi, directeur du programme PEC Mali, El Meidi Ag Wakina, directeur de l'association malienne pour la survie au Sahel AMSS, Amidou Ongoiba, vice-président Guinée-Dogon, et le thème de ce grand dialogue portait sur la gestion des conflits au Mali. Quelle solution? Alors, nous sommes donc au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75
75 84 11 11 et 75 84 12 12. Le débat a été réalisé par Moumine Sendebou et mise en onde par Philippe Dambélé. La régie vidéo est assurée par Mamadou Ouattara et je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.